Aujourd'hui, le 8 juin 2022, je suis ravi de pouvoir vous présenter le résultat de 3 années de réflexion collective entre les 33 directeurs des INSPE et l'ENFSEA, mais aussi avec les membres de l'équipe permanente du réseau. Donc cette nouvelle version du printemps s'appuie sur une idée simple. C'est une manifestation qui, pour avoir son identité propre, doit mettre en scène la place des recherches en éducation dans la formation des enseignants et conseillers principaux d'éducation. Il s'agit alors de convoquer les différentes disciplines des recherches en éducation pour que les principaux résultats de ces recherches, dans chacune des disciplines, viennent irriguer de manière complémentaire la construction de dispositifs de formation. Cette nouvelle formule du printemps en éducation met donc clairement en avant la spécificité du métier de formateur d'enseignants et personnel d'éducation qui consiste à viser un objectif de développement professionnel en construisant un dispositif de formation articulant de manière étroite la pratique de la classe, l'apprentissage des élèves et les résultats des recherches en éducation. C'est cette spécificité qui fait que les INSPE ne sont plus ni des écoles normales, ni des UFR qui préparent des futurs doctorants, mais bien des composantes dont les formations sont à la fois universitaires et professionnelles. Ce printemps de recherche en éducation est donc une véritable vitrine du travail de formateurs en INSPE, dont le thème est pour cette année l'épistémologie et l'histoire des disciplines. Ces deux dimensions sont indispensables dans une formation au service d'une école qui se donne comme objectif de former le citoyen de demain, capable d'invention, comme le dit si bien Jean Piaget, dont nous allons écouter un extrait d'entretien avec un journaliste. Jean. Verte et l'imagination dans l'enseignement. Mais dit-il, l'école est avant tout un choix de société. Ça dépend du but qu'on donne à l'éducation. Est-ce qu'on veut créer des esprits capables de nouveauté, d'invention, de construction, ou bien est-ce qu'on se borne à former des individus qui sont conformes à l'état actuel des choses et des connaissances et qui répètent simplement ce qu'on a déjà acquis? Voilà, j'adore ce passage qui définit clairement les enjeux de l'école, qui est de savoir quel citoyen on veut former demain. Et donc cette question d'épistémologie et d'histoire des disciplines est un élément fondateur ou constructeur de cette citoyenneté, du futur de l'élève. Donc cette partie en présentiel du printemps qui se déroule aujourd'hui et demain a été précédée par une série de 9 conférences présentant les principaux résultats de recherche dans 9 disciplines scientifiques différentes, alimentant de manière complémentaire cette thématique. Après la cérémonie d'ouverture, vous aurez le plaisir de suivre le prix Poster Doctorant que le réseau a choisi de renommer le prix Jacques Ginestier, en hommage à notre ami et collègue créateur de notre réseau. Ce prix vise, quant à lui, à valoriser le travail des jeunes chercheurs, toujours sur le thème de l'épistémologie et de l'histoire des disciplines. Cet après-midi, la table ronde réunira les conférenciers qui ont contribué au cycle de conférences afin de favoriser les échanges entre les disciplines scientifiques. Enfin, en fin d'après-midi, nous aurons le plaisir de faire un pas de côté pour écouter une conférence sur l'ethnomathématique dans les îles de l'océan Indien. Et nous finirons cette journée par la remise des prix Poster des jeunes doctorants. Pendant que nous parlons, une soixantaine de collègues formateurs d'enseignants sont en train de travailler dans des salles à côté afin de concevoir des dispositifs de formation qui s'appuient notamment sur le cycle de conférences du printemps de la recherche. Ils présenteront demain après-midi les dispositifs de formation qu'ils auront conçus en 36 heures. Ce défi, qui s'appuie sur l'idée du hackathon, est appelé ici, dans le contexte de cette manifestation, le formaton. Enfin, je souhaite remercier ici, très sincèrement, tous ceux sans qui cette 8e édition du printemps ne serait pas ce qu'elle est, en commençant par, bien sûr, les conférenciers qui ont accepté de participer à cette manifestation, les jeunes chercheurs qui vont présenter leurs travaux, dans le cadre du prix Poster Jacques Ginestier, les permanents du réseau des INSPE qui ont accompagné pendant 8 mois la mise en place de cette manifestation, les membres du conseil scientifique qui ont participé au choix des conférenciers, à l'évaluation des posters et ont animé les conférences, les collègues des INSPE et de l'Éducation nationale qui sont inscrits au PNF et qui, depuis ce matin 9 h, travaillent sur leur sujet du formaton. Je remercie également les partenaires du Printemps de la Recherche, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la CASDEN, la MAIF et la MGEN, ainsi que les collègues de Sorbonne Université qui nous accueillent ici aujourd'hui. Et je souhaite aussi excuser Alain Frugère, actuel président du réseau des INSPE, qui n'a pas pu se joindre à nous. Je vous souhaite donc à toutes et tous un très beau printemps de la recherche en éducation. Et pour continuer cette cérémonie d'ouverture, je donne la parole à Dimitri Champin, adjoint au chef de département de la formation des cycles master et doctorants de la DGCIP, et ensuite à Vincent Audebert, chef de bureau de la formation des personnels enseignants et d'éducation de la DGESCO. Monsieur Champin. Merci Ludovic. Pour commencer, je suis ravi d'avoir l'occasion de participer, donc au nom de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, à l'ouverture de ce colloque, qui s'inscrit, donc, comme Ludovic l'a rappelé, dans le cadre de la 8e édition du Printemps de la recherche en éducation. Cette manifestation conserve cette année un format hybride, et je tiens à témoigner de la grande qualité des conférences en ligne que Ludovic a évoquées, que vous avez pu suivre en direct, mais que vous pouvez également suivre, comme je l'ai fait, sur la chaîne YouTube du réseau des INSPE. Et au-delà donc de cette dimension en ligne, nous avons aujourd'hui donc ce colloque de 2 jours à la Sorbonne en présentiel, dont je me suis rendu compte qu'il réveillait en moi de très vieux souvenirs d'étudiants ce matin en rentrant dans les bâtiments. Donc chacun appréciera, comme moi je suppose, ce retour au présentiel en cette fin d'une année universitaire qui a une nouvelle fois été très riche, mais également très chargée, puisqu'elle marque le déploiement complet de la réforme donc, que nous avons tous engagée en 2019. Donc réjouissons-nous d'être rassemblés ici pour prendre le temps de réfléchir et d'échanger. Comme vous le savez, la place de la recherche dans la formation des enseignants et des personnels d'éducation est un enjeu majeur pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et de notre point de vue, ces journées en sont un marqueur important. Si les INSPE sont bien entendu au cœur de cette formation, ce sont toutes les composantes des universités qui doivent être associées et se sentir concernées par le sujet de la formation des enseignants. Et à ce titre, la thématique qui a été retenue cette année témoigne de cette ambition en ce qu'elle permet à toutes les disciplines de dialoguer, puisqu'il s'agit de la formation des enseignants à l'histoire et l'épistémologie des disciplines, au pluriel. Et à propos de cette thématique et des conférences, si vous le permettez, je vais un instant compléter mon rôle de représentant de la DGCIP par quelques propos un peu plus personnels, car il me semble que je peux témoigner à double titre de la grande pertinence du choix de cette thématique. Tout d'abord, en tant que parent d'une élève de première, qui est rarement aussi enthousiaste lorsqu'elle rentre le soir et qu'elle nous raconte sa journée passée au lycée, que lorsqu'elle a eu l'occasion non pas d'être simplement confrontée à un savoir constitué, mais également aux conditions de constitution de ce savoir. Ou pour le dire avec des termes qui seraient sans doute plus les siens, lorsque son professeur de mathématiques a eu l'occasion de faire de l'histoire des mathématiques, ou lorsque son professeur de physique-chimie a eu l'occasion, au cours d'une expérience de chimie par exemple, de lui faire reparcourir le cheminement qui conduit à tel ou tel résultat. Les conférences en ligne qui ont préludé à ces 2 jours de colloque explorent les enjeux de telles pratiques d'enseignement, à la fois pour les élèves, puisqu'il s'agit, donc, comme Ludovic l'a dit, de déployer chez eux la capacité non pas seulement à être récepteur de savoir, mais à être producteur, voire inventeur de savoir, et bien sûr chez les enseignants, pour qui ces questions se posent en termes de didactique des disciplines, puisqu'il s'agit à la fois de sensibiliser les élèves au fait que les connaissances sont le fruit d'approches qui ont pu varier au cours du temps. Je pense à une conférence que j'ai pu suivre en ligne qui soulignait par exemple comment l'approche de la Première Guerre mondiale a pu varier selon qu'on s'attachait au concept de guerre globale ou plus récemment à des enjeux culturels de la Première Guerre mondiale. Et puis par ailleurs, initier les élèves aux compétences qui permettent la production de ces connaissances. D'autre part, comme de très nombreux membres des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, je suis moi-même un ancien enseignant, en l'occurrence un ancien professeur de lycée, et c'est à ce titre que je peux témoigner du grand intérêt non seulement théorique, cela va sans dire, mais également assez directement pratique, m'a-t-il semblé, des conférences qui ont eu lieu. Je pense notamment à la nécessité qu'il y a à interroger, à la lumière de l'histoire des idées, l'ensemble des textes et des auteurs qu'on peut considérer, peut-être parfois un peu vite, comme canoniques, pour prendre en compte, non pas pour valider nécessairement, ou même pour invalider, mais pour prendre en compte la grille de lecture des élèves, que cette grille de lecture puisse être pleinement consciente ou
Donc, au regard de la richesse des enjeux que recèle la thématique retenue cette année, vous comprendrez que la DGCIP est particulièrement heureuse de soutenir cette édition du Printemps de la Recherche. Et je souhaite à ce titre remercier le réseau des INSPE pour l'organisation de cet événement. Et au-delà, remercier le réseau des INSPE qui est pour nous un interlocuteur privilégié, comme vous le savez tous, avec lequel nous avons grand plaisir à travailler et avec lequel, surtout, les échanges sont très constructifs. Pour terminer, je vais me faire le porte-parole non seulement de la DGCIP, mais peut-être plus spécifiquement du département auquel j'appartiens, le département des cycles master et doctorat, et puis de son chef, Pascal Gosselin, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, pour avoir moi aussi une pensée pour Brigitte Marin, ancienne présidente du réseau des INSPE et de l'INSPE de l'Académie de Créteil, dont la disparition soudaine a été un véritable choc, notamment pour tous ceux qui ont travaillé au sein des deux ministères, Éducation nationale et Enseignement supérieur, sur le sujet de la formation des enseignants et des personnels d'éducation. Nous tenons à saluer son action et son engagement de toujours, ainsi que sa personnalité, qui a réellement facilité les échanges avec nos services. Nous penserons bien sûr à elle durant ces 2 jours. Je vous souhaite à mon tour une belle journée, même si le temps ne s'y prête guère, et un beau printemps de la recherche. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, donc chef du bureau de la formation à la DGESCO, je représente aujourd'hui Jean Hubac, sous-directeur de l'innovation, de la formation et des ressources, qui est pris par le CTMEN, qui aujourd'hui étudie le plan national de formation. Donc je vous prie de bien vouloir excuser son absence. Alors, je suis pour ma part très heureux d'être là, d'avoir affronté un peu les intempéries aujourd'hui pour venir remercier le réseau des INSPE pour l'organisation de cette belle action de formation. Parce que ce séminaire est une magnifique illustration du lien essentiel que l'on doit tisser entre l'enseignement scolaire et la recherche. Alors, le schéma directeur de la formation continue, qui a donc été publié en février de cette année, fixe pour les 3 années qui viennent nos axes prioritaires de formation. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il affirme très explicitement le lien entre changement de pratique d'enseignement et recherche en éducation. Il fixe comme axe prioritaire de formation, comme principe stratégique, l'appui des formations, et notamment des formations de formateurs, sur la recherche en éducation. Alors, les nouvelles écoles académiques de la formation continue, qui elles aussi ont été mises en place donc à la rentrée là, de cette année, pour 24 académies, et les 6 autres académies sont entrées dans le processus en janvier. À la rentrée prochaine, toutes les académies auront une école académique de la formation continue. Eh bien, au sein de ces écoles académiques, il est explicitement demandé de renforcer les liens avec la recherche, d'amplifier les partenariats, et notamment avec le réseau des INSPE. Alors, c'est le sens du rapprochement du service de formation avec la CARDI. C'est aussi le sens de la présence des INSPE dans le conseil d'école. Écoles qui vont même, pour certaines académies, jusqu'à créer des départements coportés avec l'INSPE, innovation et recherche. Ce qui est demandé aux écoles académiques, c'est finalement de développer des communautés de pratique qui mêlent formateurs, professeurs, CPE, chercheurs, pour questionner l'activité professionnelle réelle et faire en sorte que peut-être les questions les plus résistantes deviennent à leur tour des objets de recherche. Alors plus précisément, en lien avec le programme du jour, j'ajouterais que, évidemment, l'épistémologie des disciplines est une thématique prioritaire de formation. Il est évident que pour bien enseigner sa discipline, il faut connaître ce qui fait sa singularité, son socle, son histoire. C'est aussi ce qui permet peut-être d'en tirer le meilleur quand on va vers les autres dans des projets transversaux ou des projets interdisciplinaires. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la définition des défis du formaton, où on voit qu'à la fois on réfléchit sur sa discipline, mais on réfléchit sur sa discipline en pensant des ponts vers les autres et vers des projets interdisciplinaires. Alors, je suis particulièrement sensible au formaton. On en a parlé ensemble, on a travaillé un peu sur le sujet. Je pense en connaître un peu l'épistémologie. C'est un format que je sais particulièrement dynamisant, inspirant, motivant pour les formateurs, mais aussi efficace par la méthodologie précise et les contraintes qui sont imposées aux participants,
aussi par l'accompagnement qui est proposé, dispensé, puis l'ambiance un peu conviviale et soutenue pendant 36 heures. Donc je ne doute pas de la qualité des projets de formation qui vont être imaginés, hein, puisque ce format développe la créativité. Alors en renouvelant les remerciements de la direction générale, donc de la DGESCO, je souhaite à tous les participants un beau printemps de la recherche avec de nombreux projets de formation. Et je termine moi aussi par un mot personnel. Pour avoir travaillé beaucoup dans l'Académie de Créteil, j'ai aussi une pensée pour Brigitte Marin. Son humanisme me manque, comme à nous tous. Merci. Bien, merci beaucoup pour ces discours d'introduction. Donc maintenant, je vous propose de passer à la cérémonie du prix Poster de doctorants. Dans ce cadre, je vais vous présenter ici Marjolaine Châtonnet, qui est présidente d'honneur du jury du prix Poster doctorant Jacques Ginestier 2022. Marjolaine. Très bien, bonjour à tous. Monsieur le Président du réseau des INSPE, Mesdames et Messieurs vice-présidents du réseau des INSPE, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation, chers collègues, chers étudiants. Je suis là parmi vous avec une double casquette pour présider le prix Poster doctorant intitulé Jacques Ginestier, parce que je suis l'épouse de Jacques Ginestier, mais je suis aussi, ma deuxième casquette, chercheur confirmée en éducation et en formation et directrice d'un programme de recherche au laboratoire ADEF d'Aix-Marseille Université. D'ailleurs, j'ai un étudiant, j'ai découvert ça au fur et à mesure des échanges, je suis très fière. Jacques Ginestier a été le leader national de la construction des UFM, puis des ESPE, institut à la genèse de la formation universitaire des enseignants. La communauté universitaire, mais aussi les ministères, ont eu sans cesse besoin de ses analyses, de sa vision et de son action. En effet, sa préoccupation principale était d'améliorer les capacités d'action de nos systèmes d'enseignement, d'éducation et de formation dans une dynamique d'ouverture. C'est pour atteindre cet objectif qu'il s'est totalement investi dans la formation et le fonctionnement des différentes structures universitaires. Il était convaincu qu'enseigner est un métier de haute qualification qui s'apprend à l'université, convaincu d'une formation des enseignants professionnels et universitaires s'appuyant sur la recherche. La manifestation scientifique qui nous réunit aujourd'hui, Printemps de la recherche en éducation et prix Poster des doctorants, est un événement qu'il a initié et qui illustre parfaitement ce nécessaire étayage de la formation par les connaissances scientifiques. Jacques Ginestier était un être singulier. La communauté universitaire le définissait comme un acteur majeur du système éducatif dans notre pays, intelligent, inventif, enthousiasme, déterminé, intellectuellement élégant, persévérant, fidèle en amitié et ouvert aux autres. Son action a largement dépassé nos frontières pour aider à construire ou améliorer les systèmes éducatifs des pays comme le Chili, l'Uruguay, la Tunisie, le Gabon, le Burundi, la Côte d'Ivoire, dans une perspective d'égalité au savoir pour tous, mais aussi pour diffuser les résultats de la recherche en éducation française au niveau international. Pour lui, il s'agissait de dépasser nos frontières. Et comment ne pas évoquer la chaire UNESCO, éducation scientifique et technologique et formation des enseignants, en partenariat avec le Sénégal. Empirique fut son dernier projet manifestant sa volonté de modéliser la formation des enseignants au prisme de variables scientifiques pour structurer,
renforcer, réguler, mesurer les effets des recherches-actions. Aujourd'hui, avec l'évolution des recherches en éducation, on s'aperçoit de l'importance de l'interdisciplinarité pour comprendre et faire évoluer cette recherche en éducation. Le thème d'aujourd'hui, former les enseignants à l'histoire et l'épistémologie des disciplines, quels enjeux, est révélateur de la prise de conscience des décideurs actuels de l'importance d'utiliser les résultats de la recherche pour éclairer et enrichir la formation des enseignants. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont été convaincus de la pertinence des réflexions et des convictions portées par Jacques Ginestier. Merci. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose de passer maintenant à le téléchargement de l'application qui va vous permettre de voter pour le prix Poster. Edwin, à la manœuvre. Alors oui, on vous invite à télécharger l'application VoxVote via votre Google Store ou Apple Store et de renseigner le code qui est juste en dessous, 10361. Après chaque présentation, vous pourrez voter pour cette même présentation via l'application. Oui, je m'en vais. Et pour vous donner l'information, pour les doctorants, les docteurs qui vont présenter leurs travaux, en fait, vous devez savoir que vos vidéos sont accessibles et ont été données aux collègues du Formaton qui sont en train de travailler, voilà, et qui utilisent comme ressource aussi vos présentations. Dans le planning, j'avais prévu 2 minutes, Thierry Philippot, pour le télécharger. 2 minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à se connecter? Ah bah ça va alors. Pendant que vous essayez de charger l'application, je vous redonne un peu le déroulé pour chacun des doctorants qui va présenter son poster. Donc il va y avoir environ 1 minute 30 de présentation des travaux. Ensuite, la personne va passer la petite vidéo qu'il a réalisée dans le cadre de la présentation du prix Poster doctorant. Et une fois que cette présentation aura été passée, on va lui demander éventuellement de compléter les résultats qu'il a obtenus si depuis le moment où il a tourné la vidéo, il a eu l'occasion ou de diffuser ou d'échanger sur ces questions-là. Et ensuite, vous aurez la possibilité, donc ça c'est important, de poser des questions au doctorant suite à la présentation. Voilà, sur son sujet, sur sa thématique, et après vous pourrez voter. Voilà, c'est comme ça que ça va se dérouler pour chacun des 5 doctorants. Oui. Oui, c'est ça. Une note. En fait, alors pour vous expliquer, il y a eu
une série de notes qui a été attribuée au poster. Parce qu'à ce soir, on va donner le prix à 2 étudiants. Il y a 2 prix qui vont être distribués. Pour distribuer et déterminer les meilleurs posters, les posters ont été envoyés à des membres du jury, du membre du comité scientifique qui ont donné des notes. Et ensuite, on a gardé les 5 meilleurs auxquels on a demandé de réaliser une vidéo de 10 minutes qui présentait leur recherche. Et cette vidéo a été aussi évaluée. Et donc, nous allons ajouter à ces notes la note du public pour après faire le classement final. Est-ce que Non, ça va être une note. De 0 à 20. Merci, mais tu as raison, Nathalie. C'est important. Oui, monsieur Ndiaye, nous sommes ravis de vous accueillir. Peut-être vous pouvez donner, vous avez 1 minute 30 pour présenter la vidéo que je passerai ici. J'ai téléchargé votre vidéo, je l'ai et je la passerai. Avant, je vais vous demander de vous présenter et peut-être aussi d'expliquer pourquoi vous n'avez pas pu venir ici aujourd'hui. Oui, bonjour tout le monde. Avant tout, merci de m'avoir donné la possibilité de présenter à distance. Donc, moi, je m'appelle Yacoub Ndiaye, je suis jeune chercheur. Donc, j'ai soutenu ma thèse en 2020 sous la direction de Marjolaine Châtenay et Jean-François Herold. Alors, je suis actuellement postdoc à Singapour, à l'Université de technologie et de design de Singapour. Donc, voilà, ça a été assez difficile pour moi de rejoindre Paris du fait que voilà, mon travail n'a pas pu être financé par le labo puisqu'ils ont jugé que le travail que je présente ne fait pas partie de ce que je présente à Paris. Et donc voilà, j'ai pas pu me payer un billet puisque les billets sont très chers et puis il faut 12 heures de vol pour un seul aller. Et donc ça n'a pas pu être possible pour moi. Très bien, parfait, merci. Je vous propose maintenant de passer votre vidéo. Je vais la passer, vous la connaissez forcément. Et après, on reprend contact ensuite. Ah, merci. Si vous aimez l'histoire, l'épistémologie, la didactique, les sciences, en particulier la gravité, la chute des corps, alors vous êtes au bon endroit. Notre étude porte sur les apprentissages de savoir, en particulier le concept de force en STEM, qui est un concept contre-intuitif très difficile à apprendre. Ces apprentissages sont problématiques selon nous pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont coûteux d'un point de vue cognitif puisqu'ils impliquent en mémoire de l'apprenant une certaine charge cognitive que les élèves doivent gérer. La force génère des conceptions naïves chez les élèves qui sont très résistantes au changement. Il existe de nombreuses controverses épistémologiques et didactiques qui ont été référencées dans la littérature, comme on peut le voir à travers le développement historique du langage des scientifiques comme Kepler, Da Vinci, Newton, Einstein, Aristote, Galilée. Mais on fait le constat que c'est finalement le formalisme de Newton, des 3 lois, qui sera retenu pour l'enseignement au lycée. Il faut noter cependant qu'il y a une forte rupture épistémologique entre les disciplines qui empêche tout dialogue et une analyse rapide, une analyse curriculaire des programmes d'enseignement montre 3 blocs, donc 3 façons d'aborder les savoirs scientifiques et technologiques au lycée. Mais nous faisons l'hypothèse que les conceptions naïves des élèves peuvent être un point d'appui pour l'apprentissage. La question que nous posons, elle est la suivante: quels peuvent être les effets d'une approche interdisciplinaire sur le développement cognitif de l'apprenant? Pour répondre à cette question, nous articulons 3 domaines de recherche. D'abord, une logique STEM qui articule physique et technologie, et aussi donc l'histoire dans ces disciplines. Une théorie du changement conceptuel qui postule sur l'idée de fragmentation du système de connaissances conceptuelles de l'apprenant et qu'il faille donc proposer un enseignement explicite pour pouvoir créer du sens, pour pouvoir remettre de l'ordre. Pour implémenter cette approche, il a fallu des principes méthodologiques que nous avons empruntés dans le domaine de l'ingénierie didactique
dit instructional design, en particulier la tâche complexe, qui permet donc d'introduire un savoir dans sa complexité sans fragmenter le savoir, puisqu'il y a un dialogue entre est-ce qu'on réduit le savoir ou est-ce qu'on enseigne le savoir dans sa complexité. Donc l'idée permet de donner des pistes. Sinon, d'un point de vue méthodologique, nous optons pour une triangulation à travers entre une analyse de protocole individuel qui permet d'inférer des processus cognitifs en œuvre et des observations et des interviews qui permettent donc de mieux comprendre les dynamiques conceptuelles des apprenants. Les questionnaires pré- et post-test que nous avons proposés montrent une réduction, en général une réduction, donc on va dire une inhibition des conceptions naïves qui sont impliquées dans l'activité, qui était une activité qui abordait la gravité, donc une activité d'analyse et de simulation sur la gravité, la chute des corps, aussi bien aux alentours du sol terrestre, on parle donc de pesanteur, et à l'extérieur du sol terrestre, dans l'espace, on parle d'apesanteur ou d'interaction gravitationnelle. Et donc, nous nous intéressons aux items en bas du tableau, la gravité assistée par la pression de l'air, ou quand les élèves pensent que la gravité est intrinsèque à la masse, ou que les objets plus lourds tombent plus vite, ou que la gravité augmente avec la chute des corps. Et donc, si on analyse en détail les résultats des élèves sur ces items, on voit par exemple l'élève E1 a toujours du mal à désactiver cette conception, les conceptions G1 et G2 par exemple, puisque avant et après la remédiation, ces conceptions sont présentes. Par contre, pour les élèves E2, E4, E5, on voit qu'il y a une certaine inhibition de la conception G1, G2 et G4, respectivement. Donc, ça veut dire que le protocole a été bénéfique pour ces élèves puisqu'ils ont pu travailler. L'approche de la tâche complexe a pu aider ces élèves donc à travailler ces dynamiques complexes. Un constat qu'on peut faire ici sur ces résultats, c'est en rouge, on a des conceptions qui sont de nouvelles conceptions qui n'étaient pas en lien avec la gravité, mais qui sont activées à la suite de la remédiation. Donc ça veut dire qu'on essaie de travailler sur une conception particulière et on voit qu'il y a une autre conception qui s'active, que l'élève exhibe. Donc ça montre finalement ces dynamiques émergentes, complexes des conceptions, mais que le travail sur une conception permet aussi de mettre en évidence d'autres conceptions, et c'est ça aussi l'intérêt de l'approche complexe de cette activité, de l'introduction de ce savoir. Et donc, il est très difficile aussi de donner crédit parfois aux questionnaires de type QCM, puisque les élèves sont très intelligents pour répondre à des QCM. C'est pourquoi on a aussi analysé leur discours pour identifier des patterns, des éléments qui permettent donc de dire que finalement la conception elle est toujours présente ou elle est effacée, notamment quand on analyse le discours sur la chute libre des corps. Est-ce qu'elle s'applique sur Terre? Donc les élèves discutent, refont l'expérience sur la Lune après avoir vu la vidéo et après avoir réalisé des simulations sur un logiciel de simulation, et ils voient que finalement l'expérience n'est pas pertinente sur Terre, en tout cas en contexte scolaire, en classe, du fait des difficultés d'organisation, des difficultés matérielles, puisqu'il faut créer aussi le vide spatial en classe, ce qui est quasi impossible. Et donc, finalement, aussi apprendre les sciences, c'est aussi se confronter à cette difficulté-là, qui est d'aligner un point focal scientifique, qui est donc l'expérience sur la Lune, qui est vérifiée, à un autre point focal qui immatériellement est impossible, en classe, et que l'enseignant finalement doit demander aux élèves de regarder de croire. You understand but you don't believe, comme dit Leander et Brown. Ils croient, mais ils comprennent, mais ils n'y croient pas. Et donc c'est aussi cette difficulté que les élèves doivent aussi gérer dans certains apprentissages complexes. Alors ce travail a des limites, notamment on ne peut pas généraliser, et du fait que la population était très faible, mais aussi pour faire ce genre de travail, ce genre d'approche en classe, il faut beaucoup de temps,
il faut définir une organisation, une progression des apprentissages dans le temps qui permet de prendre en compte ces dynamiques. Donc les implications pour l'enseignement et l'apprentissage, c'est par exemple pour l'enseignant de prendre en compte très tôt ces conceptions, vu leur complexité et vu leur contextualité et leur historicité, puisque ce sont des conceptions qui sont vraiment ancrées chez les élèves depuis le bas âge. Pour l'institution, nous pensons que, par exemple, dans le cadre de la formation des enseignants, il faudrait que l'institution puisse aussi définir des approches d'épistémologie mixte entre plusieurs disciplines comme l'épistémologie, l'histoire, les sciences, pour qu'ils puissent aussi dialoguer, pour que les enseignants puissent aussi développer des stratégies, des méthodes très tôt lorsqu'ils sont en formation pour pouvoir mieux aider les élèves. Nous pensons également qu'une réflexion sur le modèle curriculaire et d'organisation disciplinaire est importante, puisqu'il y a encore cette rupture épistémologique qui est encore soutenue, même si le référentiel propose une approche thème qui n'est pas très bien aussi bien implémentée. Donc voilà ce que nous souhaitons présenter aujourd'hui. Merci pour votre attention. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait. Nous venons de visionner la vidéo que vous avez proposée pour le prix Poster. Est-ce que vous voulez dire quelques mots en complément de cette présentation? Oui. Oui. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Alors, la conception de la vidéo a été un vrai challenge. Il est vrai que le poster papier, je connais. Mais la vidéo, c'est une idée quand même assez innovante et je tiens à féliciter les organisateurs de nous avoir rendu la tâche difficile. Alors, pour revenir sur la recherche, cette étude porte quand même sur une question assez vive, assez cruciale, qui est finalement la question de la construction de sens dans les apprentissages. Et voilà, donc ça a été un moment où on a pu présenter une solution parmi tant d'autres pour aborder ce problème. Sinon, la vidéo a aussi été une occasion pour rendre hommage à Jacques Zignestier, qui est quand même un formidable chercheur, un expert sur les questions d'éducation, d'apprentissage et d'enseignement, qui a aussi beaucoup contribué au développement de la recherche en France. Et aussi, je tiens aussi à remercier mes superviseurs, Jean-François et Marjolaine, et que je me suis appuyé sur des épaules de géants, comme disait Newton, if I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Et je trouve que Jacques Zignestier et mes superviseurs sont des géants. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose de passer aux questions du public, que je vais vous retranscrire, pas retranscrire, mais du coup reformuler. Donc, non, s'il n'y a pas de... Oui, Robin? Oui. Ah oui, on peut même le faire. On va tenter avec le micro en espérant que ça puisse, vous puissiez entendre la question. Sinon, je la reformulerai. Parfait. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous entendez quand le collègue parle dans le micro? Non. Non. Donc je reformulerai ou... Oui. D'accord. Ouais, c'est ça.
J'allais te proposer de venir aussi. Ça va ici, peut-être, Robin. oui, Non, ça va peut-être être plus simple. Il faudra... Viens ici, c'est plus Allez, simple. Franchement, il n'y a pas beaucoup. Voilà. Parce que j'ai peur de ne pas la reformuler correctement, Robin, c'est pour ça. En fait, bien en face, tu restes peut-être très bien, parce que c'est très très directionnel. Bonjour, merci beaucoup Bonjour. pour votre présentation très intéressante. Je suis donc directeur de l'INSPE de Créteil. Ah oui, bonjour. J'avais deux questions, si je peux me permettre. La première, c'était de savoir plus précisément dans la séquence d'enseignement qui a été expérimentée et pour la comparaison pré-test, post-test, sur les changements de conception des élèves, quel usage vous faisiez de l'épistémologie et de l'histoire des sciences? Est-ce que vous pouvez développer cet aspect? Est-ce que c'est par exemple un travail sur des textes historiques, ou est-ce que c'est d'autres usages? Et peut-être ma deuxième question, c'est, vous avez dit au début qu'il y avait des fortes tensions entre disciplines concernant le concept de force, qui rendait impossible le dialogue interdisciplinaire. J'ai cru comprendre cela. Étant moi-même, non pas en physique, mais en sciences de la vie et de la Terre, ça m'intéressait de voir en quoi le concept de force en SVT, d'après votre analyse, est incompatible avec celui de la physique. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre question, elles sont très intéressantes. Alors, pour la première, sur l'épistémologie et l'histoire, en fait, on a beaucoup plus donné des suggestions dans le cadre du protocole à l'enseignant pour incarner, on va dire, convoquer des éléments historiques sur la force, comme l'histoire de Galilée, ou de s'inspirer sur la pièce de théâtre de Bertolt Brecht sur la vie de Galilée, et aussi sur l'histoire de la force à travers le développement historique dans les sciences. Donc c'est beaucoup plus du côté de l'enseignant, où on a donné donc des éléments historiques pour essayer de faciliter ou de convoquer ces éléments dans le cadre de l'apprentissage. Donc ce ne sont pas des textes, on ne s'est pas appuyé sur des textes, mais plutôt sur des connaissances historiques de l'épistémologie, comme ça a été développé dans la littérature. C'est plutôt dans ce sens-là. Merci. Pour la deuxième question par rapport aux tensions entre disciplines, le concept de force est pratiquement présent dans presque toutes les disciplines, en philosophie, en sciences, en chimie, en thermodynamique, et à chaque fois le sens varie, et donc c'est une difficulté pour l'élève de construire une épistémologie, on va dire mixte, de mettre du sens dans les apprentissages, puisqu'à chaque fois qu'il y a un cours, la définition finalement change, et les enseignants sont parfois assez demandeurs sur le sens des concepts, des savoirs qui sont abordés. Et je pense qu'en sciences de la vie et de la Terre, par exemple, on peut identifier le concept de force dans les interactions mécaniques qu'il y a entre les structures terrestres. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la SVT, mais je pense qu'on peut construire des ponts qui permettent, il me semble, aux disciplines de pouvoir dialoguer et de pouvoir mettre en œuvre l'approche interdisciplinaire. D'ailleurs, c'est le titre de la recherche, comment mettre en œuvre une approche interdisciplinaire en convoquant ces éléments historiques et aussi en essayant de trouver des compromis dans la littérature qui permettent de soutenir l'apprentissage. D'ailleurs, si on voit le concept de force, maintenant ça commence à changer. On parle d'interaction gravitationnelle dans le cadre de la physique quantique, où on a une autre définition, ou dans la physique einsteinienne, où finalement il n'y a pas une idée de force. La force est définie comme rien, c'est-à-dire que c'est tout simplement une déformation de l'espace-temps. Et donc toutes ces définitions qui commencent à émerger, il me semble, doivent, à mon avis, être analysées et doivent servir aussi de pont pour pouvoir construire des épistémologies où les élèves peuvent se retrouver, où on arrive à mettre du sens dans les apprentissages. Donc voilà. Merci. Merci pour votre question. Bien, merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Je vous remercie. Il y avait une question ?
après, ça va être c'est Marc Moyon, directeur de l'INSPE de Limoges. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre film. J'ai une question de détail. Le petit animé que vous avez mis dans le film, c'est un animé que vous avez créé pour votre film ou est-ce que vous l'avez exporté d'ailleurs? Oui, cette animation, je me suis rapproché d'un animateur d'une vidéo, il me semble que c'est un vidéo cinéaste, donc qui avait fait cette vidéo sur Newton, on peut le trouver facilement sur YouTube, et donc je l'ai sollicité en lui demandant est-ce que je pouvais prendre certaines parties, puisque c'est une vidéo de 5 minutes, certaines parties pour illustrer mon propos, et il a accepté, donc je le remercie d'ailleurs à la fin de la vidéo, oui, il m'a demandé de lui envoyer une copie à la fin. Merci. Alors du coup, ma question centrale, c'est la suivante. C'est pourquoi vous avez fait le choix, dans votre sujet, de ne pas partir des textes historiques ou des sources premières et de partir toujours du discours sûr? Vous pouvez reformuler, s'il vous plaît? Oui, si j'ai bien compris, vous êtes... si j'ai bien compris, vous êtes parti sur un travail à partir des sources secondaires. Donc, c'est-à-dire un travail sur les discours émis sur les sources premières. Alors, je ne vous parle pas ici de travail en archives, mais par exemple, le texte de Newton, il est accessible sous différentes versions. Pourquoi vous avez fait le choix de ne pas prendre en compte les sources primaires? Le texte de Newton, il est assez complexe, je trouve, puisque voilà, c'est un texte qui date quand même de 1687 sur les Principia, s'il s'agit de ce texte. Et voilà, pour nous, il était plus question de voir, puisqu'on s'appuie sur les conceptions, et pouvoir plutôt comment les élèves l'abordent dans la vie de tous les jours et comment on pourrait s'appuyer de cela pour pouvoir renforcer, bien sûr, avec des éléments historiques qui existent, comme vous l'avez mentionné. C'est peut-être une piste que je pourrais renforcer, que je pourrais développer, qui me semble intéressant. Et voilà, on n'a pas pu s'intéresser à ça, mais on s'intéresse, pour moi, quand on parle d'approche épistémologique, c'est bien sûr, il faut aussi une approche curriculaire d'analyse textuelle, même si c'est assez vaste, du savoir. Et je pense que, comme vous l'avez mentionné, il y a encore des ressources textuelles sur la force Newton et Galilée. Voilà, c'est quelque chose que je pourrais développer pour plus tard. Oui. Merci beaucoup. Vous avez bien compris qu'il n'était pas si vous avez des pistes à proposer, je suis à votre écoute. Vu la question qu'il a posée, c'était plus clair après. Bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose qu'on vote après, comme ça vous permettra à la fin, ça vous permettra de comparer les différentes présentations, voilà, entre elles. Je vous remercie beaucoup, monsieur Yacoub Ndiaye. Merci bien. Oui, super. Et merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la possibilité d'intervenir. Merci. Donc, bonjour, merci de m'avoir sélectionnée. Je suis Cécile Couteau, je suis doctorante à l'Université de Toulouse de Jean Jaurès, au laboratoire LLA Creatis et en didactique de la littérature. Je fais ma thèse à mi-temps puisque je suis également enseignante en collège. Mes co-directrices sont Sylviane Haar et Marie-Laure Elalouf. Et mon sujet porte sur les humanités dans le cours de français, place en jeu, modalité. Bien. Je vous propose d'écouter la vidéo, vous pouvez rester là. D'accord. Quelle pertinence d'une approche synchronique et diachronique des humanités pour la formation des professeurs de français? Depuis le milieu des années 2000, les notions d'humanité et d'humanisme, qui avaient quasiment disparu des discours institutionnels depuis les années 1970, sont à nouveau utilisées dans les domaines scolaires et universitaires. Parallèlement, dans le champ de la didactique de la littérature, les théories de la réception guident les travaux des chercheurs concernant l'apprentissage de la lecture des textes littéraires à travers les notions d'interprétation, définies comme spéculation sur le pluriel du texte et exploration herméneutique par Éric Falardeau, et de sujet lecteur, défini comme individu tel qu'il se manifeste lorsqu'il est engagé dans une lecture et que s'opèrent dans et par cette lecture des refigurations de lui-même et du monde qui l'entoure par Gérard Langlade et Annie Rouxel. Quels liens peuvent alors être faits entre ces deux évolutions concomitantes? En
en quoi la notion historique et transdisciplinaire d'humanité, qui réapparaît au milieu des années 2000 en rapport avec celle d'éducation humaniste, permet-elle de renouveler les enjeux de formation propres à la discipline multidimensionnelle du français. Yves Citon conclut son ouvrage de 2010, intitulé « L'avenir des humanités, économie de la connaissance ou culture de l'interprétation », par le caractère spécifiquement rétrospectif et réflexif des humanités qui permettent d'interpréter le passé et le présent pour ouvrir des perspectives d'avenir. Marie-France Bishop, dans sa note de synthèse de 2013 sur les statuts et fonctions de la mise en perspective historique dans la didactique du français, souligne que les approches diachroniques permettent d'élargir le champ des recherches didactiques en replaçant les questions d'apprentissage dans des contextes sociaux, institutionnels, culturels, historiquement déterminés. La méthodologie choisie ici permet de faire correspondre l'objet de l'étude et les manières d'appréhender cet objet par une double approche synchronique et diachronique. D'une part, repérer et caractériser les emplois de la notion par les différents acteurs de l'institution éducative. D'autre part, comprendre et décrire le palimpseste sémantique qui s'y inscrit en élaborant l'histoire de cette notion afin de caractériser les enjeux de la formation des professeurs de français au XXIe siècle. En synchronie d'abord, ont été réalisées des analyses quantitatives et qualitatives, dont nous n'évoquons ici qu'une partie du corpus, des textes officiels, du plan de formation de l'Académie de Versailles, d'échanges entre enseignants de français sur une liste professionnelle et des enseignements d'humanité proposés par les universités françaises. Dans le socle commun de connaissances et de compétences de 2006, la culture humaniste est présentée comme une formation du jugement, du goût et de la sensibilité qui se fonde sur l'analyse et l'interprétation des textes. Elle est interdisciplinaire. Dans les programmes qui suivent au collège, en 2008 et 2015, le rôle réservé à la culture humaniste, toutes disciplines confondues, est relativement circonscrit. En français, elle est réservée au domaine de la lecture, sans visée axiologique précise. Dans les programmes de français du lycée de 2010 et 2019, la formation humaniste est comprise dans une acception large, ouverte épistémologiquement aux sciences humaines et sociales. Elle y est également associée à la dimension philologique de la connaissance des sources et du corpus antique et médiéval, et reliée aux différents arts. La spécialité Humanité, littérature et philosophie de 2019 associe aux humanités les lettres, la philosophie et les sciences humaines, la culture humaniste, l'apprentissage des compétences de lecture et d'interprétation. Dans le plan académique de formation interdisciplinaire de l'Académie de Versailles, les termes d'humanité et de culture humaniste apparaissent à partir de 2007 de façon toutefois limitée. Leurs usages et leurs référents sont divers. Deux sortes d'emplois se détachent. Un emploi interdisciplinaire pour faire pendant au pôle scientifique et des emplois disciplinaires pour le français et les arts principalement. Dans les échanges professionnels entre enseignants de français, tels qu'ils ont lieu sur la liste Weblet, les emplois du terme d'humanité sont très rares, tant sur la liste collège que sur la liste lycée. L'adjectif humaniste est un peu plus utilisé, il prend un sens axiologique, c'est-à-dire en lien avec les valeurs esthétiques, philosophiques, éthiques. Il peut ainsi souligner la valeur littéraire d'une œuvre ou s'employer comme argument d'autorité pour défendre les choix didactiques et pédagogiques auprès des élèves et des familles. À l'université, la notion apparaît encore plus large et plastique que dans le secondaire. L'étude des UFR et facultés proposant des enseignements d'humanité montre une prédominance des sciences humaines et sociales et des lettres, suivie par les arts et les langues. Parfois, les humanités réunissent autour des disciplines littéraires d'autres disciplines, notamment l'histoire, les sciences sociales, les arts. Parfois, elles croisent différentes disciplines autour d'objets d'études communs. Parfois encore, on propose d'aborder les sciences dites exactes au prisme des disciplines littéraires, de la philosophie, des sciences humaines et sociales. Le numérique, au sein des humanités numériques, joue un rôle d'outil, de support et d'environnement intégrateur pour les différents champs sollicités. On a donc un véritable palimpseste épistémologique qui se fait jour pour une notion récurrente mais volatile, peu employée par les acteurs de l'enseignement secondaire sur le terrain, davantage présente épistémologiquement dans les structures universitaires.
Comment comprendre alors à la fois ces résurgences dans les concepts épistémologiques, institutionnels et universitaires et les réticences des acteurs du secondaire à l'employer? Pour le déterminer, nous avons effectué en diachronie une analyse de la notion d'humanité dont André Chervel et Marie-Madeleine Compère soulignent en 1997 que si elle a encore un sens dans l'enseignement secondaire actuel, c'est essentiellement aux Français qu'elle le doit. En résumé, à la Renaissance, les humanistes s'emploient à se ressaisir du corpus antique en s'affranchissant des lectures des scholiastes, grâce aux méthodes philologiques et au dialogue entre lettrés qui s'instaure à travers l'Europe. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les humanités s'inscrivent dans une démarche d'éducation et d'instruction, notamment au sein des collèges jésuites, qui apprennent, par la lecture des textes antiques, la rhétorique et la morale chrétienne. Au XIXe siècle, l'enseignement des élites continue à se faire à travers la traduction et le commentaire des textes antiques, mais à partir de l'instauration de la Troisième République en 1870, l'hégémonie du latin est remise en cause. Au XXe siècle, la réforme de 1902 provoque une scission des humanités entre humanité classique et humanité moderne, ces dernières étant caractérisées par de nouvelles méthodes plus expérimentales et l'étude de la littérature nationale pour transmettre des valeurs patriotiques. Les deux sont associés à l'acquisition d'une culture générale non professionnalisante. Le terme disparaît ensuite à partir des années 1960-70, trop lié à un enseignement élitiste qui paraît en contradiction avec la massification en cours du système scolaire. Au XXIe siècle, on l'a vu, les humanités se redéfinissent en lien avec les sciences humaines et sociales, au sens des humanities anglo-saxonnes, et avec le numérique. On a donc une notion liée au corpus antique jusqu'au XXe siècle, une notion rattachée traditionnellement à des conceptions de l'enseignement considérées comme peu favorables à la démocratisation du système scolaire, avec un point commun, la lecture et l'étude des textes, comme formation à la pensée, formation de la personne, formation culturelle. Une telle approche historique de la notion en formation apparaît propre à aider les enseignants à définir plus précisément ce qu'il y a à entendre par humanité et humanisme et à les conduire à réfléchir à de nouvelles modalités d'enseignement. Ces analyses, en synchronie et en diachronie, éclairent la grande diversité des usages de la notion aujourd'hui et conduisent à redéfinir conjointement les humanités et la discipline du français en fonction des grands défis démocratiques et numériques de la période contemporaine, selon trois capacités principales. Apprendre à interpréter et à partager ses interprétations, apprendre à évaluer, apprendre à traduire, à transposer. Cela peut donner lieu à une formation aux manières de moduler ses postures et démarches pour permettre aux élèves d'exprimer leur lecture singulière et de les confronter à celles des autres, à l'écrit et à l'oral, notamment par les cahiers de lecture, les blogs, les débats interprétatifs, à une formation aux manières d'apprendre aux élèves à construire des évaluations axiologiques, esthétiques, éthiques, philosophiques, et à analyser les systèmes de valeurs mis en œuvre, à une formation aux manières de multiplier les modalités sémiotiques employées par les élèves pour qu'ils manient et qu'ils explorent d'autres langues et d'autres langages. Merci de votre attention. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, je vous redonne la parole si vous voulez apporter quelques éléments complémentaires par rapport à la vidéo ou préciser des éléments pendant que le public réfléchit aux questions qu'il va ensuite vous poser et qui sont voilà, les spécialistes de ces thématiques à qui nous donnerons la parole tout à l'heure. Oui, je voulais revenir sur la genèse de mon projet de recherche. Quand j'ai commencé à travailler sur les humanités en master, c'était en 2016. Et donc, nous étions en pleine réforme du collège. Et il y avait eu à cette occasion, vous vous en souvenez certainement, des débats assez vifs sur la place du latin et des options dans l'enseignement secondaire et sur ce que devait être un système éducatif démocratique. J'avais alors, moi, découvert la prégnance de la notion d'humanité que je connaissais assez mal parce que finalement, ni à l'université, ni à l'UEFM, je n'avais eu de formation sur l'histoire de ma discipline ou de mes disciplines. Et j'avais découvert également la grande diversité des usages et des connotations qu'elle revêt selon les locuteurs et selon les contextes. Et donc, une approche historique s'était imposée comme une nécessité
pour en analyser les évolutions sémantiques et donc conceptuelles et idéologiques. Et en fait, ça a été passionnant parce que ça m'a mené à faire de l'histoire de la discipline, mais aussi plus globalement de l'histoire de l'éducation et du XXe siècle, qui est celle de la scission des humanités et aussi de la démocratisation ou de la massification du système scolaire. Et donc de comprendre le poids que ça pouvait avoir dans les histoires familiales et les trajectoires scolaires individuelles. Et donc ces approches historiques, ces approches didactiques historiques, comme celle de Nathalie Denisot, Martine Jay, Marie-France Bishop, m'ont donné des clés pour comprendre les configurations actuelles de la discipline et donc ses finalités, ses corpus, ses exercices et ses démarches. Et cela m'a permis, en complémentarité avec les approches synchroniques qui s'intéressent à la sociologie, au fonctionnement des institutions, aux textes officiels, de comprendre ce qu'on enseigne, pourquoi on l'enseigne et pourquoi on l'enseigne de cette manière, et donc de pouvoir faire évoluer mes pratiques et les pratiques en s'appuyant sur des conceptions solides. Je vous remercie. C'est parfait, c'est très clair. Maintenant, je vais donner la parole au public pour d'éventuelles questions. Vous savez, la note ne portera pas du tout sur la réponse aux questions, hein, c'est juste sur les vidéos, donc c'est le moment d'échanger, quoi, voilà. Mais merci pour ces précisions en tous les cas, qui donnent effectivement le contexte qu'on n'avait pas, et qui est vraiment intéressant. Sur ce sujet, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Une question méthodologique sur la manière de traiter les textes que vous utilisez. Alors, les textes que j'utilise en classe ou que j'ai utilisés là pour la notion? Alors j'ai fait de l'étude des textes des programmes donc par recherche de mots-clés au départ sur humaniste, humanisme, humanité, et ensuite de l'étude en contexte plus précise. Donc ça, c'était pour les textes officiels. Pour le PAF de l'Académie de Versailles, c'est pareil, je suis partie des recherches par mots-clés pour après regarder le contexte, si c'était dans les intitulés de stage, si c'était dans les descriptifs, et mettre en perspective les usages qu'elle avait. Pour ce qui est de web lettres, là aussi c'est un gros corpus, donc là j'ai aussi fonctionné par mots-clés pour voir après le contexte, à quelle réponse, enfin à quelle question ça répondait ou si ça entraînait des réponses dans les échanges. C'est une recherche plutôt manuelle manuel à partir des fichiers numériques, mais oui. Attends, tu peux, parce qu'après, la vidéo, on n'entendra pas. Attends, Catherine, on va te donner le... Parce que sinon, on n'entendra pas sur l'enregistrement. Ça marche? Merci beaucoup. Parce qu'en fait, il existe des logiciels d'analyse statistique qui sont aussi intéressants, soit dans la partie lématisation des termes. Et en fait, ce qui m'a fait réagir, c'est que vous avez utilisé dans la présentation des images issues en fait de nuages de mots. Donc voilà, donc les algorithmes peuvent être un peu douteux parfois, mais il y en a des beaucoup plus sérieux qui correspondent sur des algorithmes type neuronaux qui peuvent être intéressants pour la recherche que vous produisez, qui permettent de mettre à distance peut-être plus une analyse intuitive et en donner une analyse beaucoup plus objectivable. Voilà. Oui, les nuages de mots, c'était vraiment pour les besoins du poster, pour avoir une visualisation de la démarche. Très bien, merci. Bien, merci. Je vous propose de prendre uniquement une question, parce qu'on va garder du temps après pour le vote. Il faut qu'on garde ce temps-là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au candidat, oui, c'est un candidat, suivant, qui sera du coup Gaël Loaked, qui nous vient de l'Université de Lille, du laboratoire Paul Pelvin, et à qui je vais donner la parole pour qu'elle puisse rapidement présenter son travail. Et vas-y, allez-y. L'historien des maths doit dire pain levé. Paul pain levé. Oui. Laboratoire. Paul, j'ai dit quoi? Pelvin. Ça, c'est ma dyslexie qui reprend le dessus. Voilà. Donc, allez-y. Vous pouvez présenter votre travail. Je vais préparer la vidéo. Bonjour mesdames, messieurs. Je me présente, Loaked.
j'ai mis l'ambiance dans la vidéo. Ouais, tout de suite. Ouais, désolée. Ouais, la musique. Donc j'enseigne au collège Jean-Jacques Rousseau dans les Hauts-de-France depuis maintenant 6 ans, dans lequel j'ai réalisé plusieurs projets interdisciplinaires. J'ai commencé depuis 1 an en parallèle une thèse en histoire des mathématiques et en didactique à l'Université de Lille, sous la direction de Madame Rossana Tazioli et Monsieur David Guimette. Et le sujet de ma thèse, il est né du coup de mon expérience professionnelle. J'ai eu ce besoin d'essayer de mesurer l'impact de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe à l'aide d'une analyse didactique. Donc je vous présente du coup mon poster et la vidéo qui sont l'état actuel de mes recherches. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez rester. On va remettre la musique. Les mathématiques sont un bien culturel. Le développement des sociétés de plus en plus numérisées, amplifié par la crise du Covid-19, qui encourage le télétravail, l'école à distance, etc., nécessite des professionnels en sciences, technologies et ingénierie mathématique. J'évoquerai, pour commencer, un passage du rapport ministériel de mars 2022 sur la place des mathématiques au lycée, qui précise « Les mathématiques sont un enseignement central de notre système de formation, depuis l'école maternelle jusqu'au doctorat. Elles permettent tout à la fois d'accéder à des métiers qui nécessitent de les maîtriser à très haut niveau et de pouvoir saisir les enjeux et des questions de compréhension de notre monde. Ce qui est donc en jeu ici, c'est la capacité à faire vivre un enseignement des mathématiques pour toutes et tous. Mais comment intéresser nos élèves aux mathématiques ? Depuis plusieurs décennies, des chercheurs internationaux s'interrogent sur la pertinence de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe et dans la formation des enseignants. De plus en plus de ressources sont mises à disposition, notamment à travers des livres de vulgarisation, des articles des IREM, des sites tels que le projet américain Triomphe. On constate un intérêt grandissant pour la sensibilisation des enseignants à ces dimensions historiques et épistémologiques. Une de mes hypothèses de recherche est justement qu'introduire les contenus mathématiques dans leur contexte historique permettra aux élèves de comprendre l'origine, l'histoire des notions qu'ils étudient, de donner du sens, d'associer un nom, un visage, d'humaniser des théorèmes présentés comme momifiés, immuables, trop souvent décontextualisés. Les mathématiques d'aujourd'hui sont le fruit de nombreux efforts partagés, d'un travail collectif à travers le temps et l'espace. Connaître les auteurs de théories élégantes et rigoureuses, issues parfois d'une longue lutte, faite de patience, contribue à encourager la passion de la connaissance et inculque des valeurs aux élèves. Les enfants sont naturellement curieux et s'interrogent très jeunes sur l'utilité, l'intérêt, l'histoire des notions mathématiques étudiées. Malheureusement, les enseignants se sentent souvent démunis face à ces questions pourtant essentielles. Actuellement, dans la formation des enseignants, peu d'heures sont consacrées à l'histoire des mathématiques. En France, en 2019, dans les programmes de la réforme du lycée général, on voit apparaître des suggestions sur l'utilisation didactique de l'histoire des mathématiques. L'histoire des mathématiques semble par ailleurs tout indiquer pour l'épreuve du grand oral de mathématiques en terminale. Ma thèse se place dans ce contexte. Elle a pour but de réaliser une étude empirique sur l'impact de l'histoire des mathématiques en classe en seconde, classe charnière pour le choix de poursuivre ou non les mathématiques. Pour cela, j'envisage de créer 8 activités, remises dans leur contexte historique, sur des notions différentes perlées sur l'année. Ces activités exploiteront différents supports, des textes historiques anciens, vidéos, extraits de bande dessinée. Cette étude se fera sur 10 classes, avec des enseignants issus de différentes zones, rurales, urbaines, des enseignants autodidactes en histoire des mathématiques, ayant suivi une formation continue, possédant un master en histoire des mathématiques, ou sans aucune formation préalable. Les activités sont tout d'abord créées dans une phase exploratoire, avec un support historique le plus fiable possible, accompagné d'un exercice mettant en pratique des notions et compétences exigées par les programmes. Puis,
elles sont revisitées en coopération avec les différents enseignants, partageant leur expérience suivant leur personnalité, leur liberté pédagogique, leur composition de classe, tout en gardant le cœur historique et épistémologique commun de l'activité. Les différents échanges avec les enseignants seront analysés, entre autres suivant le cadre de Donald Paul Kinghorn. Nous verrons à travers les échanges l'évolution du discours des enseignants sur leur vision de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe. Dans un second temps, un questionnaire, sous forme d'échelle de Likert, sera proposé aux élèves pour évaluer leur intérêt pour ces tâches historico-mathématiques. Pour finir, quelques séances de classe seront enregistrées dans le but d'analyser le comportement des élèves, leur enthousiasme ou non, à l'aide notamment de la théorie de l'objectivation de Louis Radford. Je termine actuellement ma première année de thèse, que je mène en parallèle de mon métier de professeur de mathématiques au collège. Voici les premiers résultats obtenus à ce jour. Tout d'abord, j'ai pu constater un rapide engagement de nombreux enseignants et les premiers entretiens avec eux révèlent un réel enthousiasme et un besoin d'accompagnement. La première activité est déjà en cours de test. Il s'agit d'une activité s'appuyant sur un extrait du calcul par la restauration et la comparaison, écrit autour du IXe siècle par le mathématicien arabe Al-Khwarizmi. Ce livre marque un tournant majeur pour les mathématiques. C'est la naissance d'une nouvelle méthode de résolution, l'algèbre. Dans la démarche coopérative proposée pour cette expérimentation, l'un des enseignants s'est rapidement soucié de la mise en page avec une police spécifique pour les élèves dyslexiques. Un autre a souhaité réaliser l'activité en interdisciplinarité avec sa collègue de français pour la lecture et la compréhension du texte historique, etc. Du côté des élèves, les premiers retours montrent une bonne adéquation entre les activités et les objectifs d'apprentissage. Les élèves ont par ailleurs bien perçu les dimensions culturelles, comme par exemple la richesse du monde arabe médiéval. Certains aspects ayant une résonance avec des questions vives de société, comme le racisme, une priorité de l'école de la République. En conclusion, le but de ma thèse est de contribuer à mesurer l'impact de l'histoire des mathématiques en classe. Les activités, créées en coopération, testées et analysées, seront à terme mises à la disposition des enseignants. La formation initiale et continue pourra réutiliser ces supports, mais aussi des courtes vidéos qui sont en cours de réalisation avec des spécialistes de l'épistémologie et de l'histoire des sciences et qui viendront compléter les activités. Parfait. Un petit mot pour compléter la présentation qui vient d'être passée. Allez-y. Oui, alors j'avais le droit à mes 2 minutes. Donc du coup, dans le peu de temps qui m'est imparti, je vous présente en complément quelques résultats préliminaires obtenus récemment. Donc la rencontre avec le terrain et les premières expérimentations ont fait surgir des questions de nature épistémologique à la fois chez les élèves et chez les enseignants. Suite à ces retours récents, je me suis rendu compte qu'il était nécessaire de créer un document complémentaire qu'on a décidé de faire sous forme de foire aux questions, comportant notamment une bibliographie sélective et une cytographie, quelque chose qui est parfois plus commode pour nos enseignants. Le but est de fournir un document simple, léger, pour préparer au mieux les enseignants à d'éventuelles questions, les classes étant toutes différentes, les besoins et les approches des enseignants également. C'est à la fois une difficulté mais une très grande richesse de travailler en collaboration avec mon équipe enseignante. Donc voici quelques exemples que je peux vous citer sur l'activité justement citée dans la vidéo sur Al-Khwarizmi, sur le texte d'Al-Khwarizmi, pardon. Donc tout d'abord, la première réaction des élèves, ils ont été très surpris de voir des mathématiques sous forme de texte. Ça a été vraiment un choc. Donc des questions sur la place du symbolisme en mathématiques sont arrivées naturellement. Un deuxième point que je peux vous citer, c'est la surprise des élèves constatant le statut du nombre 0. Enfin, Al-Khwarizmi utilise les coudées comme unité de longueur et comme unité d'air. C'est quelque chose qui était très perturbant à la fois pour les élèves et pour les enseignants,
qui se voit répéter depuis des années qu'il faut faire attention aux unités qu'on utilise. Donc là, la mise en place de l'exigence et de la rigueur mathématique ont posé question. Donc laisser réagir les élèves, les échanges suite à ces activités avec leurs enseignants sont quelque chose de très riche pour mes recherches exploratoires. Et je vous remercie de votre attention et de cette belle expérience. Bien, merci beaucoup. Merci. Nous passons aux questions. Allez-y. Oui. Ah oui. Le micro, oui, c'est important. Bonjour, Dominique Tournès de l'Université de La Réunion. Oui, je reviens sur votre titre, Mesurer l'impact à l'aide d'une analyse didactique. Or, je vois que dans votre bibliographie, dans les références que vous avez citées, les chercheurs que vous avez cités, vous faites référence à des chercheurs au niveau international dans le domaine des mathematics education, mais vous ne faites aucune référence à l'école didactique française, qui pourtant est très riche. Nous avons de nombreux laboratoires de didactique, des théories déjà bien constituées, la théorie anthropologique du didactique, la théorie des situations de Brousseau, etc. Alors pourquoi ce choix volontaire ou non, d'ignorer la didactique française et de vous référer à des chercheurs internationaux étrangers? Alors c'est une très bonne question. Donc c'est pas quelque chose que j'ignore parce que j'ai fait partie du WESH en octobre, donc organisé par la RDM, où justement on a abordé un peu tous les cadres didactiques. Je suis encadrée par M. Guillemette au Canada qui essaye justement de m'ouvrir sur la didactique internationale pour qu'on puisse justement piocher un peu partout. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur pour la théorie de l'objectivation de Radford, le fait de regarder un peu le comportement des élèves, leur façon de se comporter. Enfin, en tant qu'enseignante aussi, j'ai ma double casquette. C'est vrai qu'on ressent dans la classe tout de suite quand il y a une forte participation des élèves ou non, et je pense que c'est quelque chose que j'ai envie d'aller voir là-dessus. Après, je ne suis pas fermée, je suis qu'en première année, donc tous ces cadres-là, je les étudie et ça peut évoluer. Ça sera très très court. Non, mais je ne veux pas prendre la parole parce que... Enfin si, mais bon. J'ai deux petites questions par rapport à l'exposé, enfin la vidéo et l'exposé. La première, c'est, vous avez mentionné, donc Marc Moyon, Limoges, pardon. Support historique le plus fiable possible. Du monde arabe. Support historique le plus fiable possible. Donc j'aurais aimé savoir comment vous envisagez de tester la fiabilité, enfin fiable auquel sens, qu'est-ce que ça veut dire? Et la deuxième question, elle me vient de la question du racisme, par exemple, que vous avez mentionné dans l'exposé, et donc de savoir si vous allez explorer la piste de la manière avec laquelle l'histoire des mathématiques peut être utilisée pour la construction du citoyen. Exactement. Donc ça a été un de mes premiers engagements. Je voulais absolument qu'il y ait une activité du monde arabe et également une activité mettant en scène une femme. Et j'ai choisi également Alan Turing pour l'homophobie. Ça fait partie de nos rôles d'enseignants de former nos futurs citoyens et de voir que ces gens-là ont fait des choses magnifiques malgré les sites. Enfin, voilà ce qu'on peut en penser de l'homophobie. Enfin, je suis désolée, j'ai du mal à m'exprimer. Le stress. Donc oui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et c'est vraiment des thématiques que je cible volontairement. Même chose dans l'activité, en début d'activité, je mets des vidéos. Là, j'avais mis sur l'arpentage pour devenir géomètre. Il y a aussi le parcours, le parcours à venir que j'essaye de mettre en avant là-dessus. Et pour le plus fiable possible, alors je ne suis pas historienne des mathématiques, je fais mon maximum, donc j'ai lu les différentes œuvres et j'ai contacté des spécialistes. Là, pour celle-là, j'ai contacté Pierre Ageron. Et je lui ai envoyé tous les documents que j'ai trouvés, les livres que j'ai regardés exactement, et je lui ai demandé son avis. Et voilà. Donc en tant que spécialiste, il m'a validé la traduction du texte. Voilà comment pour moi je cherche mes fiables, ça, et puis en variant, parce que je vois que M. Djebar n'avait pas forcément la même façon d'aborder le livre que d'autres personnes, donc j'ai été aussi vers d'autres personnes pour pouvoir comparer les différents points de vue et essayer de faire un juste milieu. Je vous remercie beaucoup pour cette réponse.
Et bravo, merci pour cette présentation. Donc je propose qu'on passe au candidat suivant. Donc il s'agira de Maude Pelé, voilà, qui est de l'UPEC, de l'INSPE de Créteil. Du coup, j'ai pas le laboratoire, mais elle va nous le dire. Voilà. Et qui, à force de travail et d'acharnement en fin de rédaction de thèse, a fini par avoir une petite blessure, mais qui ne l'empêche pas de parler. Ça l'empêche de taper sur l'ordinateur, sur le clavier de l'ordinateur, mais pas de parler. Voilà, je vous donne la parole pour vous présenter. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle Maude Pelé. Je suis donc effectivement formatrice à l'INSPE de Créteil. En ce qui concerne mes recherches, je suis doctorante au laboratoire de didactique André Revuse à l'Université de Paris-Cité. Mon travail de thèse se fait sous la direction d'une didacticienne, Patricia Crépin-Aubert, et d'un historien des sciences, Stéphane Schmitt. Et je m'intéresse plus spécifiquement à la façon, enfin, l'enseignement de la circulation sanguine et à la façon dont des enseignants peuvent accompagner la problématisation du trajet du sang dans l'organisme. Très bien, merci beaucoup. Donc du coup, je lance la vidéo. Cette recherche s'appuie sur le cadre théorique de l'apprentissage par problématisation qui nous dit que tout savoir est un savoir problématisé. Il existe 3 composantes dans une problématisation: la position du problème, autrement dit son identification, la construction du problème et la résolution du problème. La construction du problème est l'élément central. Les élèves imaginent alors des solutions possibles, des impossibles et leurs conséquences à partir de faits et de modèles explicatifs. Construire un problème, c'est donc articuler 2 registres: le registre empirique, c'est-à-dire le monde des faits, des données, et le registre des modèles, c'est-à-dire le monde des idées explicatives impliquant des conditions de possibilité. Ces 2 registres se co-construisent en même temps et nécessitent un débat des élèves sur les solutions envisagées. Le problème qui se pose aux enseignants est d'aider les élèves à problématiser sans pour autant le faire à leur place. Plusieurs chercheurs se sont intéressés à ce guidage que peut donner l'enseignant. Fabre et Musquer définissent les inducteurs de problématisation comme les éléments que peut apporter l'enseignant dans un débat pour aider les élèves à construire le problème. Cela peut être des consignes, des documents, mais aussi le questionnement qu'ils mènent, attirant les élèves sur telle condition ou telle donnée. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont présents que les élèves s'en emparent et qu'ils sont efficaces. Crépin-Aubert définit les déterminants de problématisation comme les conditions didactiques ou pédagogiques favorables à la transformation des inducteurs en de véritables leviers à la problématisation des élèves. Cette recherche s'intéresse à l'enseignement de la circulation sanguine en cycle 4 par problématisation via l'histoire des sciences et fait suite à une étude préalable où j'avais identifié des difficultés chez 4 enseignants pour accompagner la problématisation de leurs élèves, notamment en raison d'un manque de connaissance des obstacles didactiques et de l'histoire du concept. Ma problématique est donc la suivante. Comment le développement de la culture didactique et épistémologique d'une enseignante lui permet d'accompagner la problématisation de ses élèves sur la circulation sanguine à partir de matériaux historiques. Cette recherche s'appuie aussi sur le cadre méthodologique de la reconstruction didactique qui vise l'élaboration d'une séquence d'enseignement conçue sur la base d'informations historiques explicites se donnant pour but l'apprentissage d'un concept. Toute reconstruction didactique s'appuie sur une double enquête, une enquête didactique visant à définir le profil conceptuel des élèves sur une thématique et une enquête historique qui analyse la construction du concept et cherche à éclairer les difficultés des élèves établies précédemment. Les 2 enquêtes permettent de réaliser une reconstruction didactique qui pour nous a constitué à la conception d'outils didactiques basés sur l'histoire des sciences. Notre enquête didactique a montré l'existence d'un obstacle majeur chez les élèves, l'obstacle irrigateur qui conduit à concevoir un modèle du trajet du sang des organes au cœur sans retour. Au cours de l'enquête historique, nous avons retrouvé un obstacle analogue dans l'histoire de la circulation sanguine. À partir de l'Antiquité, le médecin Galien propose un modèle irrigateur du trajet du sang qui va s'imposer jusqu'au XVIIe siècle, où William Harvey démontre la circulation sanguine avec un retour du sang au cœur. La présence de cet obstacle irrigateur commun chez les élèves et dans l'histoire des sciences nous laisse penser que l'étude de la controverse qui a eu lieu entre irrigateurs et circulateurs serait un outil favorable à la problématisation de la circulation sanguine par les élèves en les obligeant à réfléchir à leur propre modèle explicatif. Nous avons donc conçu des outils pour la classe basés sur cette controverse. Il s'agit d'extraits de sources primaires, des schémas des 2 modèles historiques irrigateurs et circulateurs et d'un dialogue historique reconstruit entre les 2 principaux protagonistes de la controverse,
Harvey et Riolon sont principal opposants. Pour nous, ces outils pour la classe sont des inducteurs potentiels qui pourront aider à la problématisation des élèves. Pour favoriser le développement de ces inducteurs en acte dans la classe, nous avons aussi conçu des outils pour l'enseignant afin qu'il développe ses déterminants de problématisation, c'est-à-dire qu'il développe des conditions favorables à une pratique de débat des élèves autour de la circulation sanguine. Il s'agit de repères historiques, notamment une connaissance de la rupture épistémologique entre irrigateur et circulateur, d'une grille d'analyse de conception initiale pour aider à repérer l'obstacle irrigateur chez les élèves et les attendus d'une problématisation scolaire où la place essentielle des échanges entre élèves pour construire le problème est rappelée. Nous avons ensuite proposé ces outils à une enseignante de cycle 4 qui les a utilisés avec une classe de 5e. Sa séance, basée sur une partie du dialogue reconstruit, a été observée, filmée et transcrite. Puis nous avons analysé son accompagnement de la problématisation des élèves en utilisant le modèle des inducteurs et le modèle des déterminants de problématisation. Ce schéma reprend le modèle des inducteurs de problématisation de Favre et Musquer en y intégrant les inducteurs repérés chez l'enseignante. Dans la situation de départ, le problème est posé par l'enseignant. Quel est le trajet du sang? Et deux solutions sont mises en débat, l'irrigation ou la circulation du sang. Il y a donc une ouverture de la problématisation vers deux possibles. Cette situation de départ contient des inducteurs prévus par l'enseignante. Le rappel des besoins des organes vus précédemment par la classe aide les élèves à prendre en compte les données spécifiées pour comprendre le problème travaillé. Les élèves vont alors entrer dans un débat contradictoire qui sera nourri notamment par le dialogue historique construit. En utilisant les données, le dialogue et le débat qui jouent tous le rôle d'inducteurs de problématisation autour des deux solutions possibles, les élèves établissent trois conditions. L'impossibilité pour les organes de consommer du sang, la nécessité d'un retour du sang vers le cœur et la nécessité d'une recharge du sang en dioxygène et en nutriments. Ils valident alors le modèle circulateur. À ce moment de la séance, l'enseignant apporte une nouvelle donnée. Le sang est réapprovisionné en dioxygène au niveau des poumons et en nutriments au niveau de l'intestin. Cette nouvelle donnée va jouer un rôle de double inducteur. La prendre en compte invite les élèves à repositionner le problème. C'est donc un inducteur de type B qui permet à la classe de formuler un problème plus construit qu'au départ. Comment le sang peut-il apporter en permanence du dioxygène et des nutriments au sang? Mais utiliser cette donnée est aussi un inducteur de type E qui permet de développer une solution plus détaillée. La double circulation du sang et l'organisation de la circulation générale. Autre inducteur majeur dans l'élaboration de cette solution, la maquette de la circulation à construire. La construction de cette maquette demande aux élèves d'articuler les conditions et les données établies pour arriver au modèle cohérent de la circulation sanguine. C'est donc un inducteur de type C. On voit là que par les choix qu'a fait l'enseignante, par les inducteurs qu'elle a prévus, qu'elle a utilisés et par ceux qui émergent dans la séance, elle a pu conduire les élèves d'un premier niveau de compréhension de la circulation sanguine, le retour du sang au cœur, à une compréhension plus fine, à savoir l'organisation de la double circulation. Quelles sont les conditions qui ont permis à ces inducteurs d'être efficaces? Pour répondre à cette question, nous avons utilisé le modèle des déterminants qui permet d'identifier les conditions dans l'activité enseignante favorables au développement de la problématisation. Ce modèle a été transféré à notre étude de cas où les élèves ont réalisé une problématisation de la circulation sanguine. Au niveau du pôle épistémologique, l'analyse est fondée sur la compétence de l'enseignante à transformer le savoir savant en fonction de ses représentations de la construction d'un savoir scientifique. La séance observée n'est pas centrée uniquement sur les solutions du problème dans une logique de vrai-faux, mais sur le questionnement de celui-ci et les solutions possibles. Nous avons observé au cours de la séance une évolution du problème perçu en problème construit, et cela s'appuie sur une connaissance de l'enseignant, de la construction du concept de circulation sanguine et de la controverse irrigateur versus circulateur. Au niveau du pôle pédagogique, l'analyse est centrée sur la gestion du débat par l'enseignante, à la fois à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. La séance est basée sur de nombreux échanges entre élèves, sur une prise en compte des différentes propositions individuelles qui sont ensuite discutées collectivement. Enfin, des temps de questionnement pluriels ont laissé le temps aux élèves de construire leurs pensées. Au niveau du pôle psychologique, nous avons analysé l'aide de l'enseignante apportée aux élèves pour les faire entrer en questionnement. Nous avons observé un climat d'écoute et de bienveillance dans la classe qui a permis la participation de la quasi-totalité des élèves et surtout une prise en compte de leurs propositions alternatives. Enfin, au niveau du pôle didactique, nous avons analysé l'aide apportée par l'enseignante pour faire entrer les élèves dans un raisonnement scientifique. Nous avons observé le repérage des obstacles chez les élèves, notamment l'obstacle irrigateur, mais aussi l'utilisation des modèles explicatifs des élèves pour les amener à les justifier et en mesurer la plus ou moins grande cohérence. Et cela est passé par l'apport de données variées au cours du débat, notamment le dialogue que nous avons construit. Lors des entretiens pré- et post-séance menés avec l'enseignante,
Celle-ci nous a clairement signalé que mener cette problématisation en classe était pour elle une vraie prise de risque. Avant la séance, elle s'inquiétait beaucoup sur ce que les élèves pourraient dire et sur sa capacité à réguler les échanges. Après la séance, elle nous a indiqué que c'était bien les outils conçus qui lui avaient donné des éléments de référence pour repérer notamment les obstacles des élèves, les limites de leur modèle explicatif et les accompagner ainsi plus efficacement dans leur problématisation du trajet et des mouvements du son. En conclusion, nous pouvons indiquer que le dialogue, inducteur potentiel de problématisation sur la circulation sanguine, a été transformé en inducteur réel en acte dans la classe grâce aux outils qui ont développé ces déterminants de problématisation, notamment au niveau des pôles didactiques et épistémologiques. Ces outils ont permis un renforcement des compétences professionnelles de l'enseignant et non la formation de nouvelles compétences. Ainsi, l'enseignante observée connaissait le travail sur les obstacles avec les élèves et l'intérêt de l'utilisation de l'histoire des sciences en classe. Mais ils lui ont donné des éléments de référence sur une thématique, la circulation sanguine, où elle en avait peu. C'est pour cela que nous préférons utiliser le terme de culture didactique et épistémologique. Nous pensons que le développement de tels outils peut permettre aux enseignants une formation autonome en fonction de leurs besoins qui peuvent être différents compte tenu de leurs études, leurs expériences professionnelles et leurs centres d'intérêt, et permettre ainsi un guidage des élèves lors de problématisation scolaire. Je vous remercie pour votre attention. Très bien. Donc, je vous redonne la parole pour donner quelques éléments de complément sur cette présentation. Oui, alors donc ce que je vous présente ici, c'est donc une des études de cas que j'ai menées. J'en ai mené 3 qui, bon, évidemment, ont des différences, mais qui ont quand même montré pour chacune des enseignantes concernées une vraie utilité des outils conçus. Et c'était une hypothèse forte que j'ai eue dès le début de ma thèse, de la nécessité de ne pas développer simplement des outils pour la classe, mais aussi des outils pour accompagner la formation didactique et épistémologique des enseignants. Et là aussi, une petite anecdote dont je suis assez contente, c'est que cette enseignante m'a contactée pour tout à fait autre chose il y a un mois à peu près, et à la fin de son mail me dit « Ah, j'ai retenté le débat des élèves avec le dialogue et ça a de nouveau très bien marché cette année. » Et pour moi, c'est une grande satisfaction de me dire que ça n'a pas juste été dans le cadre de ma thèse, mais qu'elle a eu envie de le faire après, alors que pour le coup, elle m'avait dit « Histoire des sciences, débat ». Alors là, franchement, je sors de ma zone de confort. Donc je suis assez contente de voir qu'elle a pu continuer à s'en emparer par la suite. Donc je crois vraiment à cette nécessité de formation des enseignants, à la fois en formation initiale, mais aussi par ce type d'outils. C'était sur le même thème ? Oui, c'était sur le même thème. C'était exactement la même séance. Voilà. Après, je ne sais pas exactement si elle l'a fait de la même chose, de la même façon, mais en tout cas, au moins, elle l'a déjà refait. Voilà, donc si vous avez des questions. C'est ça. Il y a des collègues, ouais, didactique des SVT, LDR. Ah ben non, on va. Ouais, il y a d'autres questions. Et si tout à l'heure on n'était pas à côté du champ classique, du conceptuel, du cadre théorique habituel, là on est bien dans le cadre de la didactique des SVT, sur la problématisation. Oui, bonjour, Sylvain Dousseau. Donc moi je ne suis pas en didactique de la SVT, mais je vais me permettre quand même une question. Parce que je travaille dans le cadre théorique de la problématisation au CREN, et j'aurais voulu savoir comment vous situez, et plus précisément même dans quelle discipline de recherche vous situez votre thèse du coup, entre des éléments d'histoire, des éléments pédagogiques, des éléments psychologiques, comme le présentait la diapo sur les déterminants de la problématisation. Alors, c'est clairement une thèse en didactique que je fais. Le modèle des déterminants, effectivement, qui fait appel en fait aux différents pôles de la pratique enseignante, a été modélisé par une didacticienne, qui est ma directrice de thèse, Patricia Crépin-Aubert. Et l'histoire des sciences, alors j'ai une enquête historique importante dans ma thèse, mais depuis le début, j'ai l'idée que de faire cette enquête historique pour aller rechercher des éléments qui pourraient être utilisés en classe pour pouvoir apprendre le concept de circulation sanguine. C'est quand même ça depuis le début qui a guidé mon travail. Donc ça, pour moi, c'est clairement une thèse en didactique que je fais, même si effectivement j'ai pu emprunter notamment à l'histoire des sciences. Merci. Bonjour, donc
Sandrine Marvillier, donc directrice de l'ISP de l'Académie de la Réunion. Question pour vous sur le lien peut-être entre le fait de s'imprégner des outils, parce que j'ai bien compris qu'ils étaient donnés, me semble-t-il, notamment voilà, une grille critériée d'analyse de conception initiale. Donc comment les enseignants, les 3 enseignants que vous avez vus, suivis, se sont imprégnés finalement de ces outils? Je pense qu'il y a peut-être un lien, mais peut-être voilà, avec ensuite la volonté d'une formation autonome par rapport à... Alors, voilà. Pour moi, les outils étaient vraiment un moyen de leur apporter en fait des outils de formation. Je leur ai présenté pendant 1 heure les outils. Ils ont pu me poser des questions. Effectivement, ça a pu tout à fait jouer. J'en suis tout à fait consciente. Pour le coup, en 1 heure, je ne pense pas qu'on puisse complètement former quelqu'un et qu'il y a quand même besoin d'une appropriation. D'ailleurs, il y a eu des choix dans les outils pour la classe. Il y avait aussi des sources primaires. Et ce qui est assez caractéristique, c'est que sur les 3 enseignantes à qui j'ai présenté les outils, elles ont toutes rejeté les sources primaires. Et donc, ça dit, et quand je les ai interrogées dessus, sur ce rejet, dans le cadre des entretiens que j'ai menés avec elles, à chaque fois, ça a été « Ah oui, mais ça, c'est trop compliqué, c'est écrit dans du français que les élèves ne peuvent pas comprendre », ou des choses comme ça. Donc, on voit bien quand même que ça touche un petit peu les limites un petit peu de ce que j'ai présenté. Et par contre, le dialogue reconstruit, alors qui pour moi s'appuie sur les sources primaires que j'ai pu aller chercher, mais ça leur a beaucoup plu, c'était parce que c'était didactisé. Alors, elle me disait, oui, un petit extrait comme ça d'Histoire des sciences, c'est trop long, et un dialogue qui fait 2 pages, elles ont été capables de s'en emparer. Donc, je pense quand même que l'aspect didactisé a joué beaucoup dans les choix qu'elles ont pu faire. Merci beaucoup. Du coup, merci pour ces réponses et cette présentation. Je vais donner maintenant la parole à Stéphanie. Oui, c'est ça. Stéphanie Quirino-Chavez. De Rennes, c'est ça, et qui va donc se présenter pendant que je vais préparer la vidéo. Alors, moi j'avais fait un peu comme ma collègue, hein, j'avais tout chronométré. C'est ça, mais c'était les consignes et vous les avez parfaitement... Je vais faire plus court. Non, prenez le temps qui vous était imparti. Donc moi je suis Stéphanie Quirino-Chavez, je suis professeure des écoles spécialisées dans l'Académie de Bretagne. Dans cette académie, après avoir exercé des fonctions de conseillère pédagogique sur les champs de l'adaptation, de la difficulté scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap, j'occupe actuellement des fonctions d'enseignante référente à la scolarisation, donc pour assurer le suivi des parcours des élèves sur ces mêmes champs. En parallèle de mes fonctions professionnelles, j'ai débuté en 2016 une thèse auprès de l'Université de Bretagne occidentale en appui sur le Centre de recherche sur les enseignements, les apprentissages et la didactique, donc qui est le CREAD en Bretagne, et j'ai soutenu ma thèse en décembre dernier. Donc ma recherche, comme vous allez le voir dans cette vidéo, elle porte sur un support d'enseignement-apprentissage qui est fortement mobilisé par les enseignants pour faire travailler leurs élèves, qui est le document composite. On a commencé à voir dans la littérature scientifique le développement d'écrits portant sur les écrits sémiotiques, qui est assez chargé, on va dire, en information, en 1997, donc dans les cahiers du français contemporain. Mais l'adjectif composite rattaché au nom, document, texte ou support, il a été inscrit dans la littérature scientifique en 2012 par les chercheurs Bottier, Crinon et Marin. Donc, et les programmes scolaires, quant à eux, ne reprennent ce terme qu'en 2015. Et l'éducation nationale fixe à l'usage de ce type de document de forts objectifs d'apprentissage, de développement de compétences pour les élèves. Vous allez donc découvrir ce support et l'objet de ma recherche dans cette vidéo. Et je pourrai vous apporter ensuite quelques compléments qui concernent cet objet. Je suis Stéphanie Quirino-Chavez, je suis docteure en sciences de l'éducation. Je vais vous parler de ma recherche et de l'objet de cette dernière, le document composite. Je vais vous montrer en quoi ce document, très présent dans la sphère scolaire, est particulièrement complexe à lire et à comprendre par les élèves. Je vais également vous montrer qu'il est un document particulièrement complexe à concevoir par les enseignants, qui utilisent pourtant majoritairement en classe des documents composites qu'ils ont eux-mêmes conçus. Ainsi, cet objet constitue un enjeu de formation des professeurs dans les différentes disciplines, et notamment en histoire. Pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est un document composite.
Il se présente sous la forme de doubles pages de manuels scolaires ou de documents conçus par un professeur. Il regroupe sur un même espace perceptuel ce que je nomme des composants. Ces composants, délimités par un espace ou un cadre, sont les unités du document composite. Ils sont hétérogènes sur différents plans. Ils sont hétérogènes au niveau sémiotique et générique. On observe sur notre exemple des composants textuels, parmi lesquels des extraits de texte, des consignes, des légendes. On observe des composants iconiques, ici des photographies. On observe enfin des composants visuotextuels qui ne sont ni vraiment des textes, ni vraiment des images, comme le ticket de rationnement, auquel pourraient s'ajouter des graphiques ou des tableaux. Les composants sont aussi hétérogènes au niveau typographique. On observe notamment l'usage de diverses couleurs. Ils sont enfin hétérogènes au niveau de leur source et de leur destinataire. Les composants ont vocation à porter et à communiquer des informations au lecteur. Ils sont à appréhender pour eux-mêmes, individuellement, et à mettre en relation les uns avec les autres via différents parcours de lecture pour une compréhension de l'ensemble du document. Un lecteur peut suivre le premier parcours figuré ici en bleu ou ce second figuré en vert. La question est de savoir si tous les parcours se valent, ce qui reste à démontrer. À l'école, le document composite a une vocation didactique. Il est mis en œuvre par des professeurs et vise à l'élaboration de connaissances par les élèves. Dans le cadre d'une situation d'enseignement-apprentissage, les élèves doivent y apprendre quelque chose sur une thématique donnée. Sur notre double page, à travers l'étude des différents composants, les élèves sont censés apprendre quelque chose au sujet de la Première Guerre mondiale. Des obstacles peuvent empêcher un lecteur d'accéder aux informations dont les documents composites sont porteurs. Ces obstacles concernent les dimensions matérielles et cognitives de ces documents. La dimension matérielle du document composite est relative à sa forme, à la structuration de l'information. Des obstacles relatifs au nombre de composants, à leur présentation, peuvent empêcher l'accès aux informations présentées, notamment parce que les composants sont très nombreux ou qu'ils ne semblent pas organisés sur la page. Sur notre exemple, on observe environ 13 composants. On voit également l'utilisation de différentes couleurs sans que celles-ci ne semblent dédiées à tel ou tel type de composant. Le orange, par exemple, est mis en œuvre pour le titre de la page, mais également pour les légendes des différents composants. La dimension cognitive du document composite est relative à l'intelligibilité et au sens des informations présentées. Elle s'articule avec la capacité de traitement de ces informations par le lecteur. Des obstacles relatifs au sujet dont traite le document composite, ici la Première Guerre mondiale, à l'hétérogénéité des composants visant à porter les informations et à la nécessité de passer d'une lecture à une autre, peuvent empêcher les lecteurs d'accéder aux informations. On peut aussi observer des phénomènes de redondance dont on peut questionner l'intérêt. Les composants iconiques 4 et 5, notamment, présentent le même type d'informations des femmes au travail. On peut aussi interroger les capacités des élèves à réaliser les mises en relation des composants, leur capacité à accéder au-delà du sens individuel de chaque composant au sens global des documents composites. La grande exigence cognitive nécessitée par ces tâches peut développer des inégalités scolaires chez les élèves, cela d'autant plus que ces derniers sont peu accompagnés par les professeurs qui présupposent une aisance de leur usage. Les dimensions matérielles et cognitives d'un document composite peuvent donc faire obstacle à l'accès aux informations dont il est porteur. Ces deux dimensions sont induites par le travail initial de conception de ces documents réalisé par les éditeurs de manuels ou par des professeurs qui produisent leurs documents. Partant de ces constats, je me suis demandé à quelles conditions un document composite conçu par un professeur pouvait être un document support d'enseignement-apprentissage suffisamment accessible au niveau de sa structuration et de son intelligibilité pour servir les savoirs en jeu dans telle ou telle discipline scolaire et répondre ainsi aux besoins d'information des élèves. Cette question m'est apparue d'autant plus prégnante que les enseignants, notamment de cycle 3, élaborent majoritairement leurs propres documents pour faire travailler leurs élèves. Dans le cadre de ma recherche, j'ai donc cherché à décrire et à analyser les dimensions matérielles et cognitives des documents composites conçus par des professeurs, à savoir comment des professeurs de cycle 3 concevaient des documents de travail destinés à leurs élèves,
à identifier si ce que les professeurs concevaient était au service des savoirs en jeu et des apprentissages didactiques et méthodologiques des élèves. Pour atteindre ces objectifs, je me suis intéressée au travail de documentation de 3 professeurs des écoles enseignant en CM2 et inscrits durant 3 ans au sein d'un groupe de recherche coopératif. J'ai centré mon attention sur le travail qu'ils ont mené pour concevoir, dans le cadre d'un processus itératif, une séquence d'enseignement-apprentissage dans la discipline histoire portant sur la Première Guerre mondiale. J'ai observé, décrit et analysé une diversité de données qui ont fait l'objet d'analyses qualitatives relatives à leurs évolutions au cours du processus itératif. J'ai notamment mis en tension différentes contraintes temporelles, didactiques, matérielles, institutionnelles auxquelles sont soumis les enseignants au cours de leur travail de documentation. L'étude du travail de documentation des enseignants, mes investigations au sujet de l'objet document composite m'ont permis d'observer que les documents que les professeurs élaborent s'avèrent peu pertinents dans leur dimension matérielle et cognitive pour permettre aux élèves d'apprendre quelque chose sur un sujet donné, dans le cas de notre étude, la Première Guerre mondiale. Les enseignants rencontrent ainsi de nombreux obstacles relatifs à la détermination des savoirs en jeu et à la mobilisation de ressources venant nourrir leur activité. Il est ainsi complexe pour des professeurs des écoles de structurer les savoirs, notamment en histoire, et de retenir ceux devant faire l'objet d'un apprentissage avec les élèves. Cette complexité est notamment liée au fait qu'ils sont peu formés à la didactique de l'histoire, qu'en tant qu'enseignants polyvalents, ils ne sont pas en mesure d'être des spécialistes de toutes les disciplines. Cette complexité est relative au fait qu'ils doivent se référer à des programmes scolaires peu explicites quant au savoir à aborder ou aux ressources mobilisables pour les appréhender. Dans ces programmes, les informations, quand elles existent, sont noyées parmi différents documents institutionnels peu identifiables. Cette complexité est enfin liée au fait que les manuels scolaires, en tant que ressources didactiques et documentaires, présentent des savoirs trop hétérogènes pour leur servir de référence. Les enseignants rencontrent aussi de nombreux obstacles relatifs au choix des informations visant à représenter ces savoirs, aux mises en forme des documents et à l'intelligibilité de ces derniers. Lorsqu'ils élaborent des documents destinés aux élèves, les professeurs interrogent ainsi majoritairement les mises en page plutôt que les informations elles-mêmes. Ils ont du mal à déterminer le nombre et le genre des composants devant figurer sur leurs documents et à s'assurer qu'il existe des liens entre ces composants, les informations qu'ils présentent et les savoirs en jeu. Ces documents, tout comme les pages de manuels scolaires étudiés pour ma recherche, présentent un faible gain informatif et ne proposent pas une couverture épistémologique suffisante. À l'école, le document composite a pourtant une vocation didactique et devrait permettre à des élèves de transformer les informations qu'ils présentent en connaissances. Dans cet esprit, les élèves devraient pouvoir réaliser un gain informatif. À la lecture du document, ils devraient en savoir plus qu'avant sur un sujet donné. À ce titre, le gain informatif est dépendant de la couverture épistémologique du document. Les professeurs consacrent un temps certain à produire des documents supports d'enseignement-apprentissage qui répondent finalement peu aux besoins d'information des élèves et qui s'avèrent, tout comme de nombreux manuels, peu satisfaisants sur le plan épistémologique. Des leviers visant à répondre aux besoins des enseignants en matière documentaire, à rendre leur travail de documentation pertinent au service des apprentissages des élèves, peuvent être mobilisés en lien avec des enjeux de formation à l'épistémologie des disciplines et des savoirs disciplinaires. J'ai identifié à minima 3 leviers. Un levier relatif à la formation initiale et à la formation continue des professeurs, un levier institutionnel relatif notamment au programme scolaire, et un levier éditorial relatif aux manuels scolaires et aux éditeurs de ces derniers. Vous pouvez compléter cette présentation en consultant quelques références bibliographiques via ce lien. Merci à vous. Bien, merci. Un mot pour compléter cette présentation ? Non, pas. C'était une manière de dire. Non, mais je vais faire plus court parce que ce que j'avais rédigé, j'ai déjà dit des choses dans ma conclusion. En fait, ma recherche, comme je l'ai répété plusieurs fois, elle a porté sur les documents composites en histoire. Donc là, aujourd'hui, il s'agirait plutôt de développer et de généraliser les résultats en consacrant une étude à l'étude justement de documents composites dans d'autres disciplines, de façon empirique, et de par mon travail d'enseignante, les manuels scolaires de cycle 3 et de cycle 4 en SVT sont particulièrement chargés en information, et
alors, moi, je ne suis pas professeur de sciences, tout comme j'ai dû me plonger dans la lecture d'ouvrages didactiques sur la discipline histoire, je ne peux pas juger de la valeur des contenus de ces documents. Mais mon étude de 3 manuels scolaires, donc Attier, Hachette et Magnard, m'a quand même amené à observer qu'aucun des 3 ne présentait les mêmes contenus historiques, que certains abordaient des contenus et pas d'autres, et qu'aucun d'entre eux ne répondait pleinement aux attendus déjà très flous des programmes scolaires. Et donc en conclusion, il y a quelque chose que j'ai observé il y a quelques jours sur le site de l'INSPE de Bretagne, qui mettait à disposition de tous les étudiants en master MEF toute une banque de manuels numériques de différents éditeurs, et tout cela sans aucun accompagnement. Donc moi je questionne en fait ces aspects-là relatifs au fait qu'on fournisse ce type d'outils aux enseignants qui sont, parce que j'ai pu mener des entretiens avec des enseignants quand ils débutent, les enseignants se réfèrent beaucoup aux manuels scolaires, c'est avec le temps qu'ils ont tendance à développer leurs propres documents. Et donc sans un apprentissage explicite et sans un cheminement réflexif à l'usage des manuels, il me semble, si ce n'est dangereux, en tout cas peu pertinent de les utiliser tels quels et de les leur fournir sans aucune méthodologie. Merci pour ces précisions. On passe aux questions. Oui, Marjolaine. Juste une remarque sur votre dernier mot, là, en disant on fournit aux enseignants des ouvrages sans accompagnement. Pour ce que je sais dans le domaine des sciences et technologies à l'école primaire, chaque ouvrage publié est accompagné de guides. Du livre du maître. Voilà. Alors, avec une approche épistémologique oui. assez conséquente, me semble-t-il. Alors, en effet, il existe des livres du maître. Après, pour avoir travaillé 7 années en tant que conseillère pédagogique, il s'avère que de nombreux enseignants disposent des livres, des manuels scolaires, et plus forcément dans les bibliothèques que constituent certaines classes des ouvrages de soutien qui soutiennent justement l'usage de ces manuels. Les livres du maître ne sont pas toujours existants dans les classes. Et alors là, je le dis de manière empirique, j'ai pas de fondement scientifique pour ma réponse. Ils ne les consultent pas toujours. Ils n'ont pas le temps de consulter tous les manuels du maître pour toutes les disciplines qu'ils enseignent, en tout cas pour les cycles 2 et 3 de l'école élémentaire. Donc je retiens la piste, développer des supports vidéo qui seraient des références de contenu dans tel et tel domaine d'apprentissage, parce qu'on voit bien là que les enseignants, pour élaborer leurs propres documents, ils vont piocher un peu partout et beaucoup sur Internet. Et quelle est la valeur après de ces données, sachant aussi que concernant les manuels, le ministère de l'Éducation nationale se garde bien de donner de fournir de quelconques références pour un label, par exemple. Il y a eu quelques essais, ça n'a jamais été mené jusqu'au bout. Donc, Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Thierry Philippot, directeur de l'INSPE de Reims. Alors moi, j'avais une question sur l'usage du terme document, parce que je suis un peu surpris de voir que vous appelez document une double page de manuel qui comporte en elle-même une lettre, une photo, qui sont probablement en eux-mêmes des documents, oui. Et que vous utilisez aussi le terme de document pour la préparation que bricole, sans que ce soit péjoratif, oui. L'enseignant pour donner aux élèves, qui comporte des documents, et l'enseignant qui recherche lui-même des documents pour faire son document. Donc si vous pouviez nous préciser un peu toutes ces significations. Merci. Alors je vais la préciser rapidement. En fait, comme mon étude elle a été menée dans le cadre scolaire et que je me suis au départ appuyée sur la pratique des enseignants, sur une pratique enseignant dans le cadre d'un groupe de recherche coopératif qui portait sur le document composite. Et on a utilisé le terme de document parce que c'est celui qui est en usage dans les programmes scolaires en fait. Donc le manuel scolaire, les doubles pages de manuel scolaire sont citées en exemple exemplaire pour servir de référence à ce qu'est un document composite. Donc ils appellent eux-mêmes, et après je me suis appuyée donc dans ma revue de littérature, notamment sur les travaux de Pédoc qui nomme document cet outil de communication visant à diffuser des informations. Mais en effet, là on a c'est pas un pléonasme, mais en tout cas l'usage d'un même mot pour parler de choses qui sont différentes, d'où le fait même que dans la littérature scientifique, il n'y a pas d'unité. Certains auteurs parlent de support, d'autres de textes composites. Voilà. Oui. Bien. Une dernière question, si possible.
Vous avez parlé d'une focale, merci pour votre présentation enseignante, mais est-ce que vous avez exploré la piste de la focale élève? Vous parliez de comparaison sur une même thématique de document composite, donc déstructuration, puis restructuration par les élèves, donc le lien entre la lecture-compréhension, mais aussi la production. Et la réalisation. Alors j'ai plein de vidéos, j'ai plein de choses qui sera encore à étudier sur ce que font les élèves d'un document composite qu'on leur fournit. Par contre, c'est une des pistes de travail qui a été développée par les enseignants mobilisés dans le cadre de l'étude, qui ont tous développé dans le cadre de rituels de classe au cycle 3. Tous les matins, soit ils proposent, eux, 3 composants différents à leurs élèves au tableau, et les élèves doivent essayer de trouver la thématique qui les réunit. Et dans une autre dimension, ils proposent des ateliers ritualisés également, où les élèves vont devoir constituer alors ils sont distribués répartis en groupes, ils ont des enveloppes avec plein de composants et ils doivent réaliser eux-mêmes un document composite à destination des autres groupes à partir d'une consigne qui est donnée à tous les élèves. Et ce sont des supports en plus, travailler sur ce type de support permet de répondre à la diversité des besoins des élèves, notamment dans le cadre de la scolarisation inclusive. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose d'arrêter maintenant. Juste avant de passer au vote, je voulais vraiment, sincèrement vous remercier pour la qualité des travaux que vous avez présentés, des recherches que vous avez menées, la qualité des posters qui sont affichés, la qualité aussi des vidéos. C'est un travail énorme. Tous ceux qui ont cherché à faire des vidéos se rendent compte du travail qu'il y a derrière ces 10 minutes de présentation, et aussi pour la qualité des échanges, parce que c'était vraiment exceptionnel. Tous ceux qui me connaissent ici savent que quand je félicite les gens, c'est parce que je le pense sincèrement. Et donc vous pouvez en être sûr. Vraiment, félicitations, bravo à toutes et tous. Bravo, vraiment. Et maintenant, je vais laisser la main à...